tout de suite les titres de ce 2 février 2024. La JICA veut accentuer sa présence en Côte d'Ivoire, volonté exprimée au Premier ministre Robert Begré-Mambé par son vice-président exécutif. L'agence de coopération japonaise qui a pour mission de promouvoir le développement économique et social des pays en voie de développement a injecté 400 millions de dollars dans plusieurs projets l'an dernier. Du football, CAN 2023, c'est aujourd'hui que démarrent les quarts de finale de la compétition. Un duel tactique entre l'Angola et le Nigeria et un choc francophone entre le Sili national de Guinée et les léopards de la RD Congo. Demain samedi, le très attendu Côte d'Ivoire-Mali, le derby ouest-africain à 17h temps universel au stade de Bouaké. 4 mois de guerre entre Israël et le Hamas et peut-être une trêve. Le chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaël Haniyeh, est attendu aujourd'hui en Égypte pour discuter d'une trêve, une nouvelle trêve, donc alors que les combats se poursuivent ce vendredi dans la bande de Gaza. Bienvenue et sur ce plateau, je reçois Magloire Diop. Bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes journaliste consultant sportif et avec vous, nous parlerons bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023 en terre ivoirienne. Oui, la CAN 2023. Et ça sera dans quelques instants à Kouaba. Merci. Avant d'arriver au sport, je le disais à l'instant, l'agence japonaise de coopération internationale JICA veut renforcer ses activités en Côte d'Ivoire. Son vice-président exécutif était ce mercredi à la primature. Le docteur Yamada a été reçu en audience par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Ce jeudi à la primature, Dr Yamada Yunushi, vice-président exécutif de l'agence japonaise de coopération internationale, est reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La JICA se félicite de sa coopération avec le pays et exprime son désir de voir ses liens renforcés. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays importants pour la coopération de la JICA en Afrique et donc nous espérons pouvoir poursuivre et étendre nos activités de coopération en Côte d'Ivoire dans le futur. L'année dernière, nous sommes engagés dans 3 projets de prêts, des projets de coopération technique et des projets de dons et le montant total se lève à 400 millions de dollars US et donc c'est l'une des enveloppes les plus élevées de la coopération en Afrique subsaharienne. La JICA, il faut le rappeler, a pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. En Côte d'Ivoire, elle intervient dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures ou encore de l'adduction en eau potable. Après la rentrée solennelle de la première session 2024 du Sénat, la présidente de l'institution a échangé avec les différentes entités de la Chambre haute du Parlement. À Yamoussoukro, Kandia Camara a invité les sénateurs et le personnel de l'institution à œuvrer pour son rayonnement. Kader Sorodou. Siège du Sénat, Yamoussoukro. Fini la cérémonie officielle de rentrée de la première session 2024. Place aux perspectives. Kandia Kamisoko Kamara reçoit d'abord le personnel de l'institution. Son porte-parole annonce la mise sur pied d'une mutuelle pour un environnement professionnel des plus épanouis avant de rassurer quant à l'engagement de tous de travailler avec ardeur. Nous veillerons, conformément à vos instructions, à organiser dans les tout prochains jours l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle des agents du Sénat à l'effet de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion indispensables à un appui efficace à votre Excellence dans l'accomplissement de votre mission. Une vision saluée par la présidente de la Chambre haute du Parlement. J'ai pleinement conscience de vos difficultés dans l'accomplissement de vos missions. Nous travaillerons à améliorer progressivement la situation afin de renforcer votre efficacité et vos performances. J'attache également du prix à la mise en place effective de la mutuelle du personnel dont je me réjouis de l'organisation prochaine de l'Assemblée générale constitutive. À la suite du personnel, les sénateurs au grand complet. Ici aussi, s'inscrire dans l'excellence est plus qu'un sacerdoce. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, les attentes de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens vis-à-vis de notre Chambre sont immenses. Pour notre part, nous voudrions vous réaffirmer notre engagement solennel à poursuivre avec assiduité et loyauté
l'exercice de nos fonctions respectives afin de continuer de mériter de votre confiance et de celle de la nation tout entière. Prenant la parole, la présidente de l'institution se félicite du travail abattu. Elle invite les sénateurs à maintenir le cap. Il est de notre devoir de continuer d'enrichir le débat parlementaire ivoirien par la pertinence de nos réflexions et de nos propositions en exprimant notre volonté, chaque fois qu'il est nécessaire, de porter haut les préoccupations des populations afin de continuer de mériter leur confiance. Je voudrais, à ce stade de mon propos, renouveler notre sincère gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la place importante qu'il accorde à notre Chambre dans la réalisation de sa vision de progrès et de développement pour la Côte d'Ivoire. C'est donc le Sénat, dans toute sa composante, qui s'est tracé une trajectoire nouvelle, celle de l'excellence au service de la Côte d'Ivoire. Un séminaire pour faire le point de la trêve sociale 2022-2027 a réuni les parties prenantes signataires de la trêve. C'est sous l'impulsion de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Au dire des organisations syndicales, beaucoup a été fait. Grâce Kando. La trêve sociale 2022-2027 paraphée le 8 août 2022. 18 mois après, les parties prenantes se retrouvent 2 jours durant au cours d'un séminaire pour faire le point des acquis. La plupart des points financiers qui étaient contenus dans ce protocole ont été exécutés à la lettre par le gouvernement et nous en bénéficions des effets. On note beaucoup de satisfaction, mais en même temps, il faut améliorer le dialogue social à la base, à travers les comités sectoriels de dialogue social. Dans cette optique, nous avons recommandé qu'on puisse faire en sorte que d'ici le trimestre qui va arriver, qu'on puisse installer dans l'ensemble des ministères qui existent en Côte d'Ivoire les comités sectoriels de dialogue social. Deuxième élément, nous avons planifié une harmonisation sur la méthodologie de discussion. L'un ne devra plus jamais avancer sans l'autre. C'est ensemble que nous voulons faire en sorte que la paix sociale soit visible partout et qu'elle permette au gouvernement d'avancer dans ses initiatives de développement. Beaucoup a été fait, beaucoup de points de satisfaction, mais nous avons également mis la main sur certaines difficultés pour lesquelles nous avons essayé ensemble donc de trouver des solutions. Un chronogramme d'action a été identifié à partir des recommandations et ce chronogramme d'action va démarrer tout de suite après la CAN. Nous sommes des organisations syndicales, nous sommes l'État de Côte d'Ivoire, mais nous sommes des citoyens ivoiriens et nous sommes derrière nos éléphants. Et c'est après le sacre des éléphants, avec notre coupe, que nous allons reprendre donc notre bâton de pèlerin pour continuer de travailler. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, se félicite de la nouvelle approche syndicale. Aujourd'hui, les organisations syndicales avancent. Et nous sommes heureux de savoir que ces organisations syndicales adhèrent à la nouvelle approche managériale, au nouveau paradigme proposé par le gouvernement, avec 2 fondements essentiels, le dialogue et la confiance. Ce sont les socles de ces accords-là. Les parties prenantes s'engagent à promouvoir l'efficacité et l'excellence dans la production du service public. Le séminaire encourage le gouvernement à poursuivre ses actions fortes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires et agents de l'État. L'excellence des institutions de la République passe par le renforcement des capacités des acteurs, le fonctionnement de l'appareil judiciaire bientôt renforcé, des juges seront formés, une signature de convention dotée d'une enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA a eu lieu à Abidjan. Chris Diomandé, Jean-Marc Djadji, les détails. Un pas de plus pour l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet sur le renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire vient de voir le jour. Son montant, 1,3 milliard de francs CFA. La cérémonie de signature du document de ce projet s'est faite entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les interventions du projet contribueront à renforcer
le système de formation des juges et des aspirants juges, à soutenir les efforts d'amélioration de l'administration et du fonctionnement des tribunaux et à appuyer la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité des institutions judiciaires. C'est un aspect important de notre partenariat avec le gouvernement ivoirien et le peuple ivoirien pour renforcer sa démocratie et pour promouvoir la stabilité et prévenir le conflit en Afrique de l'Ouest côtière. Le ministre Jean-Sanson Kambilé a exprimé toute sa gratitude à la délégation américaine pour la mise en place de ce projet. En signant ces accords, nous posons les bases d'une collaboration davantage fructueuse qui permettra de renforcer l'état de droit et l'accès à la justice pour tous. La mise en œuvre de ce projet permettra d'atteindre les objectifs spécifiques suivants. Le renforcement de la formation initiale et continue des magistrats, l'amélioration du fonctionnement de l'administration judiciaire et des tribunaux, la mise en place de mécanismes visant à faciliter les alternatives à la détention. Toutes les dispositions seront prises en vue de mettre en place les instances de gouvernance et de gestion du projet, à savoir le comité de pilotage et le comité technique, afin d'en assurer la bonne exécution. Cette coopération permettra, sur une période de 3 ans, de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien visant à améliorer l'efficacité, l'équité, la sensibilité au genre du système judiciaire pour le bénéfice de tous les citoyens. La sous-secrétaire d'État américain aux affaires des sécurités civiles, de démocratie et des droits de l'homme est en Côte d'Ivoire. Elle vient d'échanger avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé. La rencontre qui s'est tenue au plateau s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. La sous-secrétaire d'État américain aux affaires de sécurité civile, de démocratie et des droits de l'homme, reçue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Partage d'expériences liées à la police de proximité, à la réforme du secteur de la justice et aux efforts de lutte contre la corruption anime les échanges avec le ministre Bagondo Diomandé. L'hôte du jour a un rôle axé sur la promotion des règles de coopération en matière de législation et de la lutte contre les stupéfiants, ainsi que la prévention des conflits armés. Elle annonce le renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, tout en rappelant les programmes exécutés et ceux en cours. Nous avons investi depuis 2 ans plus de 90 millions de dollars ici en Côte d'Ivoire. Hier, nous avons lancé un nouveau partenariat pour élargir l'accès à la justice, un investissement de plus de 2 millions de dollars des États-Unis, mais un partenariat avec la Côte d'Ivoire et le PNUD. C'est évident que la Côte d'Ivoire est un partenaire phare pour les États-Unis et représente un exemple d'espoir, de prospérité et de sécurité pour toute l'Afrique de l'Ouest côtière. Avec cette rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité espère obtenir un soutien financier en faveur de la stabilité en Afrique de l'Ouest, permettant ainsi de juguler efficacement les conséquences des crises du Sahel. Le conseil régional de l'Agné-Bitiassa vient d'adopter son budget au titre de l'exercice 2024. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA. Le président du conseil régional, Pierre Demba, promet que des investissements seront portés sur les secteurs de l'éducation et de la santé. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. De 3,5 milliards de francs CFA en 2023, le budget du conseil régional de l'Agné-Bitiassa se chiffre cette année à 3,7 milliards de francs CFA, une hausse de plus de 200 millions de francs CFA pour faire face aux défis de développement que connaît la région, notamment dans les secteurs cibles de la santé et de l'éducation. Le président du conseil régional, Pierre Demba, et son équipe entrevoient notamment de réaliser plus d'actions dans les 4 départements que sont Agboville, Sikensi, Tiasalé et Tahabo. Ces réalisations ont contribué à rehausser de façon substantielle le développement des différentes localités de notre région. La tâche que nous avons est très immense, mais elle n'est pas insurmontable. Quand je vois la qualité des hommes et des femmes, quand je vois la cohésion retrouvée, quand je vois la joie que nous avons retrouvée, je
Je pense que la partie est à 1%. Pour 2024, il est également prévu la poursuite de la réalisation d'usines de transformation de manioc dans une vingtaine de villages de la région afin de favoriser l'autonomisation des femmes. En vue de propulser l'essor de la région, Pierre Demba envisage de créer une agence de développement économique, agence qui aura pour principale mission de promouvoir la destination Agnès-Bitsiassa et de mobiliser des investissements privés. Autre volet de l'actualité, après une visite des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan ce jeudi 1er février, le ministre des Transports Amadou Koné se dit confiant quant au délai de 2027 pour mettre en marche le train. Frédéric Oulaye, à Boussanogo. À la Citaraï, au plateau, ce jeudi matin, avant d'embarquer pour une visite du chantier, le ministre des Transports Amadou Koné fait des mises au point avec les partenaires et les entreprises en charge du projet du métro d'Abidjan. La ligne 1, qui part du plateau à Agnama, connaît un taux d'avancement satisfaisant. Nous étions ici il y a 2 mois. Nous avons pu parcourir la moitié de la section nord de la ligne 1 de métro. Aujourd'hui, nous avons tenu à faire toute la section nord, quasiment, de la ligne 1 de métro, pour nous rendre compte donc, de l'état d'avancement des travaux. Donc, je suis très très heureux que les choses avancent bien, que le terrassement se poursuit au-delà de la Y4. Le métro d'Abidjan, projet innovateur dans le milieu du transport urbain abidjanais, va améliorer la mobilité urbaine des usagers avec plus de 500 000 passagers journaliers. Les travaux avancent bien, ça devrait être achevé au mois de juin donc prochain. Après quoi, on va finaliser donc, le terrassement pour la partie métro et puis accélérer donc, les travaux. Nous avons avec le BNET, la primature, validé il y a plus d'1 mois donc, le design du train. Donc le train est en train d'être réalisé, de sorte que je suis confiant quant au délai donc de 2027 pour mettre en marche donc, le train. Les travaux de ligne 1 du métro d'Abidjan constituent une aubaine pour le programme de l'école de la deuxième chance développé par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Plusieurs jeunes formés à l'école de la deuxième chance sont engagés dans ce projet. La Côte d'Ivoire veut œuvrer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystèmes nationaux. Le pays a adhéré au réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, à Rampao. Une journée pour célébrer cette adhésion a été organisée par la Direction de la protection de la nature ce 1er février 2024. Olivier Kra, Godefroy Ogamawa. Préservation des ressources marines et côtières, renforcement des capacités des acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'environnement et les communautés locales des aires marines protégées. Voici les objectifs visés par l'État ivoirien en adhérant au réseau régional des aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, le Rampao. Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire adhère, c'est que la Côte d'Ivoire adhère à la conservation qui favorise à la Côte d'Ivoire de mieux préserver sa sécurité alimentaire, comme les autres États l'ont déjà fait. Les directions régionales en charge de l'environnement saluent ce nouveau partenariat qui vient contribuer à la protection de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte global pas reluisant pour le monde avec le phénomène du changement climatique, les ressources marines qui sont également impactées. Il est important pour nous de prendre en compte leur préservation, non seulement pour nos générations futures, mais également pour préserver nos sécurités alimentaires. Cette adhésion de la Côte d'Ivoire que nous avons voulu, c'est une adhésion qui va nous permettre d'interagir avec les pays de la sous-région, d'avoir des appuis techniques, financiers et humains. Depuis sa création en 2007, le Rampao contribue à la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité, un réseau qui exhorte à la prise de conscience de la valeur écologique et socio-économique des aires marines protégées. Dans l'actualité internationale, en bref, une image, je le disais à l'instant, les combats entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien font toujours rage ce vendredi 2 février dans la bande de Gaza. En dépit de premiers signes laissant entrevoir une nouvelle trêve et la libération d'otages après bientôt 4 mois de guerre, le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaël Haniyeh, est attendu ce vendredi en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve. À présent, la page consacrée à la fête du football, la CAN 2023 en terre ivoirienne.
L'heure de vérité a sonné. On connaîtra les premiers demi-finalistes de la compétition aujourd'hui. 2 rencontres à suivre ce vendredi. Nigeria-Angola à 17h. Ensuite, RD Congo-Guinée à 20h, temps universel. Et puis, demain, samedi, le très attendu Côte d'Ivoire-Mali, le derby ouest-africain au stade de la paix de Bouaké. Justement, sur cette rencontre, nous sommes avec Magloire Diop, journaliste consultant. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, Régis, de se retrouver sur votre plateau. Très bien. Côte d'Ivoire, Mali, dites-nous tout de suite, comment est-ce que les éléphants devraient aborder cette rencontre dans la peau de l'outsider ou du favori? Jamais. Pas du tout. Pas question d'être dans la peau de l'outsider. Ça serait un crime de lèse-majesté. Le Mali n'a jamais battu la Côte d'Ivoire à la CAN et a même rarement battu la Côte d'Ivoire dans l'histoire du football. Donc, écoutez, cette rencontre-là, la Côte d'Ivoire, c'est même pas... La Côte d'Ivoire, c'est une obligation que les Ivoiriens gagnent cette rencontre-là. Il ne faut pas inverser le cours de l'histoire. Voilà. Donc, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut attaquer cette rencontre. Beaucoup parlent d'humilité, de modestie, mais au football, il y a les grands et il y a les petits. C'est comme ça, et la Côte d'Ivoire par rapport au Mali, la Côte d'Ivoire c'est plus grande que le Mali et il faut conserver cette supériorité-là. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut attaquer cette rencontre-là et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut y aller, avec la rage de vaincre. Pas pour bien jouer, mais pour gagner. Très bien, pour gagner. Alors, face au Sénégal, en huitième de finale, on a vu un autre visage de l'équipe ivoirienne. Qu'est-ce que le nouveau sélectionneur, Ernest Faye, a changé? Oui, on attendait de lui quand même qu'avec sa nomination, il y a un choc psychologique dans le vestiaire. Je pense que ce choc psychologique a eu lieu. On l'a constaté face au Sénégal. Il a apporté un nouvel état d'esprit. Il a redonné confiance à des joueurs qui étaient sur le banc. On l'a vu, Seri Jean-Michael, qui était sur le banc, Mas Gradel, c'est des joueurs qu'il a sortis du banc, Odilon Kosonou également. Il a redonné confiance à tous ces joueurs-là qui étaient complètement perdus dans ce groupe-là. Et puis, il a également fait varier le système. On l'a vu, il a joué contre le Sénégal en 4-4-2. C'est un système qui permet de mieux défendre, de mieux fermer le couloir. Et donc, ça a apporté plus d'équilibre dans notre jeu. Je pense que ce qu'il a surtout apporté, c'est cet état d'esprit-là. L'équipe a retrouvé confiance en elle. Et cette confiance-là sera très importante face au Mali. Parce que, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire a un avantage psychologique qu'elle se doit de maintenir. Très bien. Alors, les tickets de la rencontre Côte d'Ivoire-Mali ont été mis en vente ce jeudi matin à Bouaké. Les points de vente ont ouvert dès 8h du matin. Notre équipe sur place décrit l'ambiance. Lorgoriti, Boubacar Silla, Soro Corona. On fait le point. Encaissé face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les aigles du Mali le samedi 3 février au stade de la paix de Bouaké. Une rencontre qui se situe dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis l'ouverture des points de vente des tickets, les supporters se sont précipités sur les lieux. Ils sont nombreux à y avoir passé la nuit pour être parmi les premiers à obtenir le précieux ticket. Il y a eu uniquement que 2 tickets de 10 000 pour mon oncle. Comme il peut y avoir au moins 2 tickets pour mon oncle, je suis un peu content. Pour ce match, les consignes sont claires. Une personne a droit à 2 tickets. Au moment qu'on dit c'est 2 tickets par personne, au moins tout le monde pourra avoir peut-être les tickets. J'étais venu au moins pour 4 tickets, mais il peut y avoir 2, je suis déjà satisfait. Quelques difficultés existent et ralentissent le bon déroulement de la vente des tickets. Cela suscite quelques mécontentements. On nous fait dresser des listes, on écrit des noms 2 à 3 fois. On déchire les listes, on dit non que venez demain. Depuis 20h, j'ai dit bien 20h. Nous sommes ici. Depuis 20h, les gens ont dormi ici. Vous pouvez voir les nappes derrière. Les gens ont dormi ici. Maintenant, nous sommes là, on dit non que ça a ouvert, que les tickets sont disponibles. Mais le rang n'avance pas. Éléphants de Côte d'Ivoire, Aigle du Mali, au stade de la paix de Bouaké. C'est une place pour les demi-finales de la CAN 2023 qui se joue.
Nous sommes toujours avec Magoula Diop, mais avant je vous donne la lecture de ce communiqué émanant de l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la rencontre qui opposera les aigles du Mali à leurs frères éléphants de Côte d'Ivoire, qualifiés pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, le samedi 3 février 2024 au stade de la paix de Bouaké, l'ambassade de la République du Mali à Abidjan en appelle à tous les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse malienne, à faire preuve, comme toujours, de civisme et de responsabilité. L'ambassade profite de l'occasion pour exprimer à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et au peuple ivoirien tout entier, sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour l'hospitalité toute particulière dont la communauté malienne continue de bénéficier en Côte d'Ivoire, de même que l'équipe, les supporters et l'encadrement des aigles depuis leur arrivée sur le sol ivoirien. L'ambassade sait pouvoir compter sur la compréhension et l'esprit de civisme de tous. Alors, Magloire, on voit que la Côte d'Ivoire, dans le jeu, a du mal à sortir le ballon face à une équipe bien organisée. On l'a vu avec la Guinée équatoriale, même avec le Sénégal en début de rencontre. Qui sont ces hommes qui peuvent rassurer à la défense ivoirienne? Bon, il y a eu quand même beaucoup de combinaisons depuis le début du tournoi. Mais sur le dernier match face au Sénégal, on a eu quand même dans la charnière une paire axiale composée de Evan Ndika et de Odilon Kosonou, qui, comme je l'ai dit, était sur le banc. Donc là, il est venu... Le précédent sélectionneur avait déjà essayé deux autres joueurs, Ousmane Diomandé et Willy Boli. Et bien, cette fois-ci, Emes Faye a fait confiance à Odilon Kosonou. Je pense que dans l'ensemble, ça a bien marché. Mais vous savez, ce n'est pas un problème de défenseur, la défense, c'est un système. C'est ensemble qu'on doit défendre. Il faut être solidaire, il faut faire la couverture. Il ne faut pas laisser un coéquipier seul en train de souffrir face à un adversaire. Parce que les joueurs maliens, il faut le dire, ils ont un meilleur collectif que la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que leur potentiel même est supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis clairement. Ils ont un potentiel supérieur, ils ont un meilleur collectif, ils jouent mieux ensemble. Du coup, il faut resserrer les liens. Il faut être solidaire et il faut faire preuve d'agressivité au sens sportif, positif du terme, c'est-à-dire qu'il faut aller au contact, il ne faut pas les laisser jouer, parce que si vous les laissez jouer, eh bien, ils vont vous manipuler, et puis s'ils sont dans leur bon jour, on risque de prendre un 4-0. Donc, il faut... Pas ça. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, pour l'éviter, il faut vraiment qu'on ait de la combativité, que nos joueurs acceptent de souffrir, parce que, je le dis, collectivement, cette équipe malienne est supérieure à la nôtre. Ils jouent mieux ensemble. Et donc, nous devons vraiment aller au contact avec eux, ne pas les laisser jouer surtout. Ça veut dire qu'on doit beaucoup courir, on doit beaucoup tacler, on doit défendre. Voilà. Et puis être clinique en attaque. Justement, moindre occasion. Justement, parlant de l'attaque, ça pêche beaucoup. Sébastien Haller n'est pas au milieu de sa forme. Entre milieu, ailier et attaquant de pointe, il n'y a pas trop de coordination par moment. Comment est-ce qu'on explique cela? Ben, ça signifie que pendant 1 an et demi, notre équipe nationale n'a pas suffisamment travaillé les automatismes. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. On espère que avec la nouvelle dynamique qui a été insufflée, il y aura beaucoup plus. Les automatismes seront meilleurs. Parce que le football est un jeu collectif. Et donc, c'est ensemble qu'on défend et c'est ensemble qu'on attaque. Et c'est vrai qu'en attaque, à la finition, se trouvent les attaquants dont vous parlez. Et notre meilleur atout dans ce secteur-là, c'est Sébastien Haller, qui, comme vous le dites, est venu avec une blessure, n'est pas au meilleur de sa forme. Ben, il a joué la dernière fois face au Sénégal, mais il y a notre entraîneur, le coach Irigo Gervais, qui dit que lui préfère un lion mort à un agneau.
Bon, ça veut dire simplement que sa la présence de Sébastien Haller intimide les adversaires, mais seulement il ne peut pas jouer 90 minutes. Et donc, ça veut dire que ses coéquipiers doivent accepter de faire le travail. C'est ça, justement. Et cette rencontre va également se jouer sur le plan de la sécurité. Les forces de l'ordre veulent éviter tout débordement. Un dispositif piloté par le commandement principal des opérations de sûreté, des hommes qui sont présents sur le terrain, mais aussi dans le cyberespace. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Au PCP, le poste de commandement principal des opérations de sécurité de la CAN 2023. Le général Dosso effectue sa ronde de contrôle. Cet instrument qui est là nous sert d'appui. Tous les 6 stades, dans un rayon de 5 km, nous pouvons les visualiser à partir d'ici. Constitué des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, le PCP sécurise les hôtels, les salles d'entraînement, les escortes, les lieux d'hébergement, les sites de compétition. Tout se passe bien dans tous les stades et les populations sont canalisées jusqu'aux des lieux de parking jusqu'à l'intérieur du stade. Et après les matchs, des stades jusqu'à en dehors du périmètre sécurisé. Le dispositif mis en place par l'État pour garantir la sécurité des personnes et des biens durant cette CAN s'étend aussi au cyberespace. Au sein du poste de commandement cybersécurité de la CAN, les consignes sont très claires. On est chargé de toute la lutte contre les malveillances cyber sur le plan technologique, notamment les attaques, les agressions sur les sites concernés par la CAN, mais également sur la partie lutte informationnelle, notamment les fausses informations. Prenant appui sur la loi sur la cybercriminalité, l'unité fait régulièrement des patrouilles dans le cyberespace. Il y a 2 actions que nous menons. Nous avons pour objectif premièrement de faire cesser l'infraction, notamment stopper la propagation de fausses nouvelles par des démentis, par des retraits de postes, les suppressions de ces postes. Mais il y a une seconde partie qui est importante également, en plus de faire stopper l'infraction, c'est de rechercher les contravenants. Pour ce qui concerne la cybercriminalité, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison en fonction des infractions, mais les conséquences sur le terrain peuvent être traitées par le code pénal. Donc on peut avoir des sanctions criminelles qui vont jusqu'à 20 ans de prison s'il y a des conséquences comme des meurtres à cause d'un poste. Il faut que les internautes sachent que tout commence en ligne par des paroles violentes, mais ça continue sur le terrain après. Donc quand vous commencez en ligne, sachez qu'on est là sur le terrain pour vous. Avec le début des quarts de finale, place au redéploiement des équipes. Pour le match du 3 février prochain, les populations sont appelées au respect des consignes sécuritaires. Les populations attendent 1 heure ou 30 minutes avant le début des compétitions pour pouvoir affluer et ne pas se soumettre aux différents contrôles et veulent avoir accès en même temps. Nous leur demandons d'abord d'avoir les tickets qui viennent tôt au stade. En venant au stade aussi, qu'ils se débarrassent des objets interdit. Et avec ces consignes, un rappel important, celui de la responsabilité en ligne. La CAN de l'hospitalité est aussi le lieu de faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Divers produits de certaines chaînes de valeur, notamment le café, le beurre de karité, sont exposés au complexe Jesse Jackson à Yopougon. C'est à l'initiative de l'agence Côte d'Ivoire Export, du Conseil national des exportations et de l'ONU Femmes. On voit cela avec Jean-Michel Quadio, Léon Brou. Yopougon, non loin du complexe Jesse Jackson. Juliana ne se tourne pas les pouces. Sa tâche, présenter les différentes variétés de ses produits à base de baobab. La première étape achevée, la jeune entrepreneur de 30 ans se dirige dans l'enceinte du complexe, une des fan zones de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ici que Juliana a élu domicile depuis déjà plusieurs jours. Dans mes recherches un peu plus poussées, je me suis rendu compte que le baobab contenait plein de nutriments naturels excellents pour la santé. Donc c'est de là qu'est partie mon aventure avec le baobab. Pour les biscuits, nous sommes entre une production de 2000 à 3000 paquets. Et pour les yaourts, une production de 1000 boîtes dans le mois. Comme Juliana, d'autres exposantes reçoivent la visite de l'agence Côte d'Ivoire Export, du Conseil national de l'exportation et de l'agence ONU Femmes. Elles représentent une trentaine de petites et moyennes entreprises, des chaînes de valeur du café, du beurre de karité, du textile,
du manioc. Ces femmes exposent chaque jour dans cette fan zone CAN 2023 un espace dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes en période de CAN et je pense que le moment est opportun pour faire la promotion de nos pagnes tissées à travers la cape nationale 225. Et on veut que les éléphants de Côte d'Ivoire portent cette cape-là aussi, comme les Maliens ont arboré leur tenue, les Burkinabés. C'est pour nous l'opportunité de pouvoir montrer le savoir-faire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons choisi le label Fan du Made in Côte d'Ivoire. Parce que nous, notre travail, c'est de promouvoir justement les produits ivoiriens. L'engouement va persister au niveau de ces fan zones et la visibilité que nous voulons accorder à ces dames-là va vraiment avoir la portée qu'il faut. Créées dans les villes hautes pour enrichir les expériences de la CAN de l'hospitalité, les fan zones offrent la possibilité de promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Nous avons toujours à nos côtés Magloire Diop. Alors Magloire, parlons un peu des forces en présence côté malien. Est-ce qu'il y a des joueurs à craindre? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont des attaquants qui sont absents comme Al-Bilal Touré, mais quand même, ils ont trouvé un petit prodige là qui est en train de faire très mal dans cette canne, l'ancien Sinayoko. Il faut vraiment se méfier de lui. Et puis bon, il y a Kamorou Doumbia qui n'a pas encore marqué, mais il faut bien le surveiller. Et puis surtout les milieux de terrain, ces jeunes milieux de terrain là. Je ne sais pas si Yves Bissouma va jouer aujourd'hui, mais déjà qui se débrouille bien sans lui, s'il est là et qu'il est en forme, ça risque quand même de nous faire très mal. Mais je pense que côté ivoirien, on a des solutions. On a des solutions. Alors, lors des 5 dernières confrontations, depuis 2016, la Côte d'Ivoire a battu le Mali 2 fois, 3-1 en 2016 et 1-0 en 2019. Le Mali, lui, a battu la Côte d'Ivoire 1-0 en 2016. Les autres rencontres se sont soldées par des scores nuls et vierges. Merci à vous, Magloire Diop. Je rappelle que vous êtes journaliste, consultant sportif. Merci Régis, c'était un plaisir. Juste dire que c'était... Là, en football, on a parlé de compétition, de la réalité sur le terrain. Maintenant, il est clair que c'est la CAN de l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de discipline, de fraternité. Eh bien, nous, supporters, nous devons faire preuve de responsabilité. Mais sur le terrain, on va pour gagner. Les Maliens sont nos frères. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, sachez que la Coupe d'Afrique des Nations reprend dans quelques heures à l'étape des quarts de finale. 2 rencontres à suivre aujourd'hui. Un duel tactique entre l'Angola et le Nigeria à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny. Un choc francophone entre le Sili national de Guinée et les Léopards de la République démocratique du Congo à 20h au stade Alassane Ouattara de BMP. Excellente journée à vous tous. Le journal de 20h ce soir vous sera proposé à partir de 22h en raison justement de la CAN 2023. Merci à vous tous. Excellente journée.